Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette troisième édition de notre webinaire consacré aux solutions d'adaptation au changement climatique fondées sur la nature. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en replay sur le site des ZADAC et aussi sur le site de l'OFB. Alors, je suis Juliette Nouel, créatrice des ateliers d'adaptation au changement climatique, et avec Marguerite de Perroy, nous avons cofondé l'entreprise qui déploie ces ateliers. Donc, Marguerite, je te passe la parole. Bonjour. Nous avons choisi, il faut que je mette son son. Ouais. Nous avons choisi un format où seuls les intervenants et les intervenantes sont visibles à l'écran. Vous ne vous voyez donc pas, mais en revanche, vous pouvez participer. Vous êtes invités à poser vos questions dans le chat. Nous répondrons en direct et ensuite on sélectionnera des questions que nous poserons aux intervenants. Ok, donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas les ZADAC, nous sommes un atelier basé sur la science et l'intelligence collective, destiné à la sensibilisation aux impacts physiques du changement climatique et au passage à l'action. Et voilà, nous allons mettre l'adresse de notre site dans le canal questions-réponses. Alors, je vous présente les autres personnes que vous pouvez voir. Anne Feuillas, qui est chargée de mission dans le projet Life Artisan à l'Office français de la biodiversité, et Amaury Parel, pardon, coordinateur national du projet Life Artisan à l'OFB également. Nous avons en effet eu le plaisir de monter ces webinaires en partenariat avec l'OFB, webinaires qui sont donc au nombre de 7, un par milieu. Et alors, il y a déjà eu le milieu urbain, littoral, et aujourd'hui, c'est le milieu forêt. Sont également présents, évidemment, puisqu'ils vont être au cœur de leurs témoignages seront au cœur de notre webinaire, donc Mathias Allou et Loïc Casset. Donc Mathias Allou, qui est chef de projet à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau de l'Armançon. L'Armançon, oui, c'est ça. Et Loïc Casset, qui est délégué général de l'association Sylve Act. Alors, avant de passer au témoignage de Mathias et de Loïc, je passe la parole pour 3 minutes à Amaury Parel, qui va nous expliquer ce qu'est une solution fondée sur la nature. Bonjour à tous. Alors vraiment très très rapidement, j'attends que tu Ouais, partages. Donc moi je coordonne au niveau national le projet Artisan, qui est un projet financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par 26 bénéficiaires associés, donc 26 organisations. À retenir très brièvement, il est organisé en 3 piliers. On intervient à la fois au niveau national avec des modules de formation pour tout type d'acteurs, des outils en ligne, etc., des événements, forums et autres. Un niveau régional avec 14 animateurs et animatrices partout en région qui, eux, visent aussi à sensibiliser notamment les collectivités, mais tous les acteurs, les potentiels porteurs de projets. Et puis enfin, un niveau local avec 10 sites pilotes, donc des travaux, de la mise en œuvre concrète de solutions fondées sur la nature dans tous les milieux existants. Peut-être revenir brièvement sur la définition de ce qu'est une solution fondée sur la nature. Alors, ça peut être des solutions soit de préservation, ça peut être des solutions de restauration ou de gestion durable, des écosystèmes naturels ou modifiés. Et l'intérêt, c'est qu'ils visent à relever des défis sociaux comme l'adaptation au changement climatique, mais aussi la sécurité alimentaire, la réduction des aléas climatiques, et voilà. Tout en assurant, et ça c'est très important, des bénéfices nets pour la biodiversité et le bien-être humain. Donc ça peut se résumer en 3 questions. C'est un peu les 3 questions très importantes à se poser pour savoir si son projet est une SFN ou pas, ou en devenir. Est-ce qu'il est basé sur les écosystèmes? Donc une jardinière, par exemple, n'est pas une FFN. Est-ce qu'il répond à un défi de société, tel que l'adaptation, et c'est ce dont on va parler notamment aujourd'hui, ou est-ce qu'il engendre bien un gain-être pour la biodiversité? Alors aujourd'hui, on s'intéresse plus particulièrement au milieu de la forêt. Donc dans la forêt, quelques petits exemples, en tout cas en introduction, avant nos 2 intervenants. Donc c'est préserver et restaurer les fonctions naturelles de la forêt.
Ça va être bien sûr donc, de gérer durablement ces écosystèmes grâce à la diversification génétique, des essences, des strates, également des âges, donc de maturité des différents arbres. Et puis tout ce qui est différents types de méthodes, ce qu'on peut appeler aussi sylviculture mélangée à couvert continu notamment, pour faire face par exemple aux différents pathogènes. Ça va être rétablir les sols fonctionnels pour améliorer la production de bois et puis aussi améliorer la santé des écosystèmes et de la biodiversité. La création de mosaïques de milieux, notamment pour faire face aux incendies, un sujet d'actualité aujourd'hui. Ça peut être donc ces créations de mosaïques en complément par exemple, de débroussaillage technique, avec du débroussaillage du débroussaillage plutôt avec des techniques douces comme le pastoralisme. Et puis, par exemple aussi, ça peut être aussi améliorer l'infiltration de l'eau pour mieux résister aux sécheresses dans les milieux forestiers. Voilà. Et peut-être dernier élément qu'on voulait vous partager, notre outil interactif en ligne sur les SFN qu'on a sorti en novembre dernier. C'est un peu l'outil phare du projet Artisan. Il se compose en deux ressources phares. Donc l'une qui est dédiée plutôt aux décideurs et qui vise plutôt à comprendre pourquoi les SFN sont des solutions pertinentes pardon, pour vos territoires. Dedans, on met des exemples de coûts, des retours d'expérience, etc. Et puis l'autre ressource, c'est la boîte à outils qui est plutôt dédiée aux techniciens et qui vise plutôt à comprendre comment on les met en œuvre. Donc là, on va un petit peu plus loin dans les étapes, les financements disponibles, les conditions de réussite. Et dans les deux cas, l'entrée principale, c'est cette carte que vous voyez à droite. Et vous pouvez rentrer par milieu, agricole, forêt, littoral, etc. Et dedans, vous avez toute une ribambelle de projets et de types de solutions qui vous est présentée dans le détail. Et vous avez un QR code si vous voulez rentrer directement pour voir un peu à quoi ça correspond sur vos portables. Et on vous envoie le lien tout de suite. Et je laisse la parole à nos deux intervenants qui vont nous parler plus précisément de ces techniques de SFN en milieu forestier. Ok, merci beaucoup, Amaury. Donc effectivement, on va passer au témoignage et on va commencer par celui de Mathias Alou. Alors j'ouvre une autre présentation. Donc, où est-ce que ça se passe? Ici, voilà, partager. Mathias Alou, voilà. Donc Mathias Alou, rebonjour. Je répète que vous êtes chef de projet à l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau EPAGE de l'Armançon. Et avec vous, nous allons parler du bassin versant du Brévent, qui a une superficie de 2400 hectares, un bassin essentiellement forestier qui est situé dans le département de l'Aube. Donc vous voyez bien la carte, j'imagine, et qui est donc entre, grosso modo, les villes de Troyes et de Chaours. Alors, au cours des années 60-70, ce massif a subi d'importantes modifications. Le lit mineur du cours a été largement rectifié et un réseau de fossés drainants a été créé et jalonne maintenant l'ensemble du massif. Alors, ma première question, Mathias, à Lou, c'est pourquoi ces modifications ont-elles été réalisées il y a 50-60 ans et quelles ont été les conséquences? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Bon, pour répondre à votre question, en fait, ces modifications de cours d'eau et de l'hydrosystème avaient pour principal intérêt, entre guillemets, à l'époque, c'était intensifier et faciliter la production de bois en forêt, donc faciliter l'exploitation forestière. L'objectif, c'était d'évacuer l'eau le plus rapidement possible pour augmenter la plage de l'exploitation forestière. On se rend compte aujourd'hui avec le recul que dès qu'on évacue l'eau, on assèche les sols. C'est aujourd'hui, Mm. j'ai envie de dire, un état des lieux qui est largement partagé. Et l'assèchement des sols appauvrit globalement la biodiversité, premier impact global, et un double impact hydraulique, c'est augmente les crues à l'aval, puisque la forêt fait plus rétention, puisqu'on évacue l'eau. Donc Mm. on a une augmentation des crues à l'aval et on a aussi un assèchement des sols l'été. Et on voit qu'avec le dérèglement climatique, l'assèchement des sols l'été, là par contre, peut avoir des vraies conséquences sur les zones humides globales, Mm. et y compris sur les populations là, de forêt, donc avec typiquement là des populations de chênes qui commençaient à avoir des dépérissements globaux. Voilà. Donc, Donc un impact c'était sur le volet triple, économique.
triple punition, à la fois sécheresse, à la fois inondation, à la fois perte de la biodiversité. Et on ajoute aussi que ces travaux facilitaient aussi l'accès des chasseurs au cœur de la forêt. On en reparlera un petit peu plus tard, mais c'est un point qui est important. Donc, quelles sont les solutions qui ont été mises en place, les solutions fondées sur la nature pour... alors là, on voit, j'ai oublié de montrer hein, les méandres en rouge qui ont été déconnectés il y a 50, 60 ans et qui ont donc favorisé sécheresse et inondation. Donc, quelles sont les solutions mises en place, Mathias Salou? Donc déjà, trois grandes opérations typologie de travaux ont été mises en œuvre. Donc, on a vu une déconnexion des méandres et une simplification du tracé hydraulique. C'est quasiment 8 km de cours d'eau qui avaient été supprimés et on les a intégralement restaurés. Donc, on est venu recreuser les méandres qui avaient été supprimés dans les années 60-70. Voilà, donc une typologie de travaux qu'on connaît et qu'on sait faire aujourd'hui, hein. C'est 8 km de méandres retrouvés, mais la forêt était aussi jalonnée par un réseau de fossés drainants. C'est près de 60 km de fossés drainants qui jalonnaient la forêt. Et là, on est venu boucher ces fossés drainants donc en mettant des bouchons tous les 10, 15, 20 mètres pour supprimer l'effet d'évacuation de l'eau qui était réalisé par ces fossés. Donc, c'est ça, c'est les travaux de dédrainage? Exactement. Alors là, la photo qui est en cours, c'est un des troisièmes axes sur lesquels on a travaillé. C'est que la forêt, pour l'exploitation, était jalonnée par des routes forestières, des lignes forestières. Et associé à chaque ligne forestière, il y avait également des fossés pour évacuer l'eau pluviale des lignes forestières. Et là, on est venu réaliser sur ces fossés de lignes forestières ce qu'on appelle des redans. Donc, contrairement à un fossé de drainage où on a bouché intégralement sur toute la hauteur du fossé, sur les lignes forestières et les fossés de lignes forestières, on est venu mettre des bouchons, mais sur les 2 tiers de la hauteur, donc pour continuer à avoir une évacuation de l'eau. Ça, c'est pour des problèmes de structure de route, de voirie. Mais néanmoins, on ralentit globalement l'eau sur ces fossés. Donc, vraiment, alors voilà. du coup, ça c'est ce que vous disiez avant. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens, c'est ça? Non, ça c'est la dernière typologie de Ah, travaux. ok. C'est pas grave. C'est la dernière typologie de travaux associée à chaque traversée entre guillemets entre un cours d'eau et une ligne forestière, une route forestière. Il y a un ouvrage hydraulique, un pont ou une buse qui permet au cours d'eau de passer sous la ligne forestière. Et là, on est venu rétrécir globalement la section hydraulique de l'ouvrage en mettant des systèmes de bâtards d'eau et ce qui nous permet, y compris là, en tout cas en servant de ces ouvrages, également de ralentir l'eau et de la surstocker à l'amont de l'ouvrage hydraulique en créant ce qu'on appelle des champs d'inondation contrôlés. C'est de la surinondation en forêt. On s'est servi de la forêt en fait pour surinonder, dans ces ouvrages hydrauliques, pour surinonder la forêt et ce qui a permis de redonner de l'eau à la forêt en servant vraiment de solutions. D'accord. Alors, je reprends, hein. Donc, pour résumer, vous avez reméandré sur près de 8000, enfin, sur près de 13% du linéaire de plus. Non, attendez, sur près de 8 km, c'est ça, je vais y arriver. On a ajouté 8 km de cours d'eau Voilà. qui représente plus 13% de linéaire global Voilà. de cours d'eau. Ok, vous avez supprimé par ailleurs les drains à l'échelle du bassin versant en neutralisant 50 km de fossés drainants. Exactement. Vous avez repris 18 ouvrages hydrauliques comme des ponts, hein. Et puis, vous avez... et alors, le coût, c'est... Le coût, c'est 300 000 euros. Voilà. Pour tout? 300 000 euros. Pour 24 hectares, voilà, pour 24, pardon, pour 24 km² de forêt. Voilà, qui a été donc prise en charge à 80% par l'Agence de l'eau. Exactement, et en cofinancement également par la Caisse des dépôts et consignations à hauteur de la CDC Biodiversité à hauteur de 50 000 euros. Ok, donc les bénéfices obtenus pour l'adaptation au changement climatique, rapidement, si on peut les... Là, ils sont globaux et c'est tout l'écosystème. Hein. Ça permet de réguler les phénomènes de crue à l'aval, puisqu'on redonne le rôle d'éponge à la forêt en restaurant complètement l'écosystème. Oui. Donc, ça permet de stocker l'eau plus longtemps en forêt, globalement, et de redonner la fonctionnalité des sols forestiers.
Donc ça, c'est un impact l'hiver, enfin, en tout cas sur les crues, mais c'est aussi un impact l'été, puisqu'il y a plus d'eau dans les sols. Donc, on a moins de phénomènes de stress hydrique. Donc, c'est la pérennisation des peuplements forestiers. Double bénéfice donc, et aussi un bénéfice sur la biodiversité, puisque vous avez remarqué enfin, de fait, il y a une expansion des habitats aquatiques avec la restauration d'écosystèmes. Exactement. Alors, on l'a pas cité, mais il y a aussi plus d'une trentaine de mares forestières qui ont été créées. Donc, en fait, en redonnant tout ce rôle et toute cette fonctionnalité écosystémique de milieu humide à la forêt, on a forcément tous les cortèges de biodiversité associés. Donc, on peut parler d'odonates et tous les cortèges d'amphibiens associés qui se retrouvent avec beaucoup plus d'habitats. Et donc, plus d'habitats, plus de reproduction et une pérennisation des espèces. Et là, clairement, sur tous les milieux recréés, y compris les redans sur les fossés, on a une reproduction des amphibiens depuis plus d'un an. Parfait, merci. Alors maintenant, on va passer à la question des freins, voire des obstacles. Quel a été, Mathias Salou, le principal obstacle à la mise en œuvre de ces travaux quand même très importants? Eh ben, quand on n'a pas la maîtrise foncière, la première chose, c'est d'avoir des propriétaires qui acceptent la mise en œuvre de ces travaux. Donc là, il a fallu convaincre l'État. L'ONF était petit propriétaire, mais gestionnaire d'une grande partie de la Combien de forêt. petits propriétaires en grosso modo? On a conventionné avec trois, quand je dis petits propriétaires, ils ont plus de 1000 hectares chacun, donc Oui, voilà, déjà des propriétaires c'est quand même. des grandes parcelles quand même, hein. Donc on a conventionné avec deux ou trois propriétaires forestiers, mais y compris avec une collectivité qui avait plus de 60% de la forêt, et l'ONF en tant que gestionnaire. Donc voilà, on a vraiment essayé Oui. d'avoir un impact global. Donc ça, c'est le premier frein, c'est de convaincre. Et si je puis me permettre, oui, vous avez dû avoir une très grande force de conviction puisque les travaux réalisés diminuent de moitié la période pour exploiter le bois. Exactement. De fait, en fait, c'est une vraie contrainte d'exploitation. Mais j'ai envie de dire, les sécheresses qu'on a connues ces dernières Oui, années ont facilité, entre guillemets, cette prise de conscience qui n'avait pas oui. lieu jusque-là. Cette prise de conscience, c'est-à-dire est-ce qu'on maintient des D'accord. forêts de feuillus ou clairement, est-ce qu'on les voit disparaître à profit d'autres peuplements. Et, Voilà. le choix est Et, fait pour les et, propriétaires. et pour les chasseurs aussi, c'était une contrainte parce que c'est devenu plus compliqué d'aller au centre de la forêt en raison de l'eau. Donc, comment vous avez fait pour les convaincre? Euh, Clairement, c'est de la concertation et c'est du dialogue. En fait, déjà, il faut avoir une bonne connaissance du milieu forestier pour comprendre les processus d'exploitation forestière. Euh, et à partir de là, en fait, à partir du moment où on parle le même langage que les forestiers, on peut commencer à entamer des discussions. Et clairement, c'est là près de 500 heures d'animation foncière qui ont été nécessaires, Ah oui. voilà, qui ont été nécessaires pour mettre en œuvre ce projet. Mm. Donc c'est vraiment de la concertation. Euh, bon, on a la chance à l'épage de l'Armançon d'avoir aussi un gros bagage en termes de travaux avec plusieurs projets, y compris qui ont été primés, ce qui nous permet aussi d'avoir une légitimité et une confiance des partenaires pour intervenir. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Et je le disais en préalable, en fait, la sécheresse, les sécheresses, malheureusement, nous ont aidés à convaincre les forestiers de l'intérêt de l'intervention pour éviter le dépérissement, puisque quand on regarde l'impact économique Oui, bien sûr. d'un peuplement qui, j'ai envie de dire, qui dépérit, clairement, les forestiers, ils savent de quoi ils parlent. Et justement, ça vous a permis aussi de trouver un autre argument qui a joué notamment auprès enfin, uniquement d'ailleurs auprès des forestiers privés, qui est celui de la pérennité de... Exactement. La forêt, c'est un équilibre économique. Aujourd'hui, Oui, le, j'ai envie de dire, le volet exploitation forestière, c'est moitié de, des ressources économiques de ces forestiers avec le volet chasse. Donc il a fallu aussi combiner les deux, mais clairement, sans forêt de feuillus là, il voilà, perdait un gros volet de revenus. Alors, la question, c'est qu'un forestier, il faut l'emmener, il faut lui parler de long terme. C'est-à-dire voilà. qu'on est obligé de s'installer, en tout cas de regarder la progression de la forêt
sur non pas 2, 3 ans, mais 50, 60, 70 ans. Ouais. Et vous Et, m'aviez et dit, oui, justement, que la transmission d'un patrimoine aux enfants, ça avait été un argument qui avait exactement. posé. Exactement, c'est quelle forêt, en tout cas pour les forestiers privés, mais c'est vrai pour l'ONF. Alors les techniciens de l'ONF sont formés, ils ont l'habitude, ils sont capables de se projeter sur du très long terme. Et pour eux, c'était plus facile quand ils ont vu les effets du dérèglement climatique sur les 5 dernières années. Pour les forestiers privés, c'est plus compliqué. Mais clairement, le volet transmission est un facteur très important pour le forestier privé qui a envie de transmettre sa forêt aux générations futures. Très bien, Mathias Salou, merci beaucoup. Donc, on résume, hein, beaucoup de concertation, trouver les bons arguments et puis s'approprier et parler le même langage des forestiers. Et je conclurai en disant, de toute façon, vous reprendrez la parole avec les questions, mais que vous avez signé une convention cadre avec l'ONF Grand Est pour drainer toute la forêt sur le territoire de l'Épage. Pour la dédrainer. Pour la dédrainer, pardon. Pour la dédrainer, excusez-moi. Ce qui fera donc un territoire 6 à 7 fois plus important qu'actuellement. Elle devrait être signée enfin, dans les 2 mois qui arrivent, cette convention. Mais oui, elle est en pourparlers, elle est sur le biais d'aboutir. Mais voilà, l'ONF est rentré, euh, j'ai envie de dire, avec vrai intérêt dans les solutions fondées sur la nature Ah euh, bah ça, c'est bien. pour restaurer les milieux humides, les milieux forestiers humides et protéger sa forêt. Merci beaucoup, Mathias Salou. Donc, on va passer tout de suite au deuxième témoignage. Rebonjour Loïc Casset. Et Bonjour. bonjour. Alors, je ne sais pas pourquoi je ne vous vois pas, mais on devrait. Ah, voilà. Donc, je le redis, hein, vous êtes délégué général de Silvact. Silvact est une association d'intérêt général dont la mission est d'encourager et de soutenir la gestion forestière durable et raisonnée. Depuis sa création en 2015, elle accompagne enfin, oui, elle accompagne plus de 7 800 hectares de forêt. Aujourd'hui, nous partons dans le massif de Chambaran. Donc, normalement, vous le voyez sur la carte. Donc, c'est un massif qui fait 45 000 hectares au pied des Alpes dans la vallée de l'Isère. Et là, vous avez aidé de petits propriétaires forestiers à s'engager dans un nouveau mode de gestion de leurs parcelles. Alors, je mets une photo du massif de Chambaran, c'est très beau. Euh, alors, avant de détailler votre action, est-ce que vous pouvez, Loïc, nous dire en quelques mots les caractéristiques de ce massif et en quoi est-il touché par le changement climatique? Bien sûr. Donc déjà, bonjour à tous. Merci effectivement de l'opportunité de présenter ce projet. Donc le massif de Chambaran fait partie de la trentaine de massifs forestiers que Silvact accompagne en France. Donc on est sur un massif de plaine, de forêt feuillue, qui, comme tous les massifs de plaine aujourd'hui, est touché par les conséquences du changement climatique, sécheresse, canicule. Donc on a une composition en essence qui est composée majoritairement de châtaigniers, des châtaigniers issus de taillis, on en reparlera, et puis avec du chêne et du hêtre en mélange dans ces peuplements. On a aussi des maladies qui émergent depuis quelques années sur ce massif, notamment le chancre du châtaignier. Voilà, là, il y a quelques photos qui représentent l'impact que ça peut avoir. Et Et mais puis c'est sur ce massif, chancre, pas chanvreux. le chancre, ouais, tout à fait, le Ah oui, il y a chancre. une faute. Ah oui, non, c'est pas le chanvre du châtaignier, c'est le chancre. Désolée, ça sera changé. Pas de problème. Personne ne l'a Et vu. donc, voilà, et donc on est sur un massif, comme vous le voyez sur la carte de tout à l'heure, qui est en fait dans un triangle entre Lyon, Grenoble et Valence, un massif donc assez accessible et qui du coup fait qu'on a une forte pression d'exploitation forestière aujourd'hui sur ce massif, avec des problématiques d'exploitation fortes par coupe rase, d'autant plus sur des massifs de taillis, qui font que on accentue en fait un certain nombre de fragilités, de sensibilités qui existent déjà sur ces peuplements. Alors, merci pour cette présentation générale. Euh, Petite question, réponse rapide, mais c'est très très important. À qui appartient ce massif? Alors là, on est dans un massif qui est très majoritairement privé, puisque 80% des propriétés forestières sont détenues par des propriétaires privés, plutôt des personnes physiques sur ce massif.
D'accord. Et donc, voilà, c'est fou parce que c'est quelques 30 000 propriétaires privés qui ont en moyenne trois parcelles de 2500 mètres carrés, donc tout petit. Et Et voilà, on est dans le fameux phénomène du morcellement forestier, voilà, donc avec atomisation des parcelles, bien voilà, sûr tous les phénomènes d'indivision, et puis voilà, voilà un désengagement par manque de connaissances en fait des propriétaires sur la gestion et sur voilà. la vision de la forêt. Et puis souvent, ce sont des héritages, donc la moitié n'habite même pas la région et ne se sentent pas concernés, voilà. Alors c'est pas spécifique hein, au Non, massif de Chambaran, c'est malheureusement une situation qu'on rencontre régulièrement en forêt en France. oui, tout à fait. Mm. Mais voilà, ça va mieux en le disant. D'ailleurs, on rappelle que 75% de la forêt française appartient à des propriétaires privés et la plupart du temps sous forme de toutes petites parcelles, ce qui complique évidemment énormément la gestion durable. Donc, on constate cette énorme fragmentation comme dans tout le reste de la France. Donc, ça constitue un problème. Comment est-ce que vous avez fait, Loïc Casset, pour créer un collectif? Alors effectivement, là, il y aura beaucoup de résonance avec l'intervention de Mathias hein, avant. Euh, Créer un collectif, ça veut déjà dire comprendre un petit peu les dynamiques de territoire, les forces vives en présence, le jeu d'acteurs. Donc là, sur ce territoire de Chambaran, il y a la chance d'avoir une charte forestière de territoire qui regroupe 120 communes sur les 180 du massif et qui permet déjà d'avoir une plateforme d'échange en fait et de dialogue entre les différents acteurs sur ce sujet spécifique de la forêt. Donc la charte forestière a vraiment eu ce rôle-là. Et puis ensuite, il y a toute la méthodologie qu'on apporte au niveau de Silvax. Ah, euh, on vous entend plus, Loïc? Vous entendez encore Loïc? Non. Peut-être qu'on peut poser une petite question à Mathias le temps que Loïc nous rejoigne. Oui, mais voilà, il faut peut-être prévenir Loïc qu'on n'entend plus. Oui, ben, envoie-lui un message. Ouais. Attends, je prends la parole, Juliette. Mm. Mm. Ok. Donc, pendant que Loïc arrive à revenir, à se reconnecter, je vais en profiter pour poser des questions à Mathias, plusieurs questions intéressantes. La première concerne euh, quel a été l'impact sur l'exploitation de la forêt en tant que telle pour les sylviculteurs? Avec notamment deux questions. Une sur les arbres. N'y a-t-il pas un risque pour la forêt et son exploitation à la surinonder? Donc j'aime bien le terme surinonder. Est-elle surinondée quand on dédraine? Est-ce que les différentes espèces sur place tiennent le coup et peuvent continuer à être exploitées pour du bois malgré l'humidité? Et puis, deuxième question liée sur l'extraction. Les sols plus humides rendent plus difficile l'extraction des grumes, les sols s'endommageant au passage des engins. Comment cela est-il pris en compte? Deux questions très pertinentes. Donc la première question, la surinondation concerne que 90 mm3 d'eau, c'est que quelques hectares à l'échelle de la forêt. Le reste du massif forestier, on a juste restauré les fonctionnalités entre guillemets, historiques de la forêt et d'inondation normale du massif forestier. La surinondation, c'est une toute petite part une toute petite emprise du projet sur le volet hydraulique global. La réponse est oui. Les travaux vont contraindre l'exploitation forestière en réduisant et en diminuant, on a estimé à peu près par deux avec une estimation entre l'ONF et les propriétaires privés, par deux les durées d'exploitation des forêts et des clos. Et ça pour pas endommager les sols forestiers. Donc oui, il y a une vraie contrainte des travaux de restauration sur l'exploitation. Voilà. Maintenant, il faut juste parler du coût-bénéfice entre guillemets, et c'est une vraie question intéressante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est
exploiter, entre guillemets, des chênes qui sont voués à mourir à cause du dérèglement climatique, les forestiers ont fait le calcul, valait mieux réduire les périodes d'exploitation plutôt que d'exploiter une forêt qui était vouée à son dépérissement. Donc voilà dans quelle perspective on s'est lancé. Oui, il y a une vraie contrainte, on n'a jamais caché. Les forestiers en ont pleinement conscience. Je vous le dis, hein, c'est quasiment une réduction par 2 des périodes d'exploitation. Néanmoins, la balance était là, hein, c'est le coût-bénéfice, c'est-à-dire que vaut mieux exploiter une forêt vivante plutôt qu'exploiter une forêt entre guillemets dépérissante avec un vrai changement. Sur la deuxième question, est-ce qu'il va y avoir une modification entre guillemets du peuplement? Non, sur 99% du massif. Ok, donc c'est clair. Non, sur 80, il y a 2 petites parcelles sur lesquelles, à moyen terme, donc après les coupes d'exploitation, il est très peu probable qu'on retrouve une chênaie comme on a aujourd'hui, mais plutôt un peuplement typique des forêts humides, à partir de 30, peut-être de peupliers noirs, enfin voilà, et d'aulnes. Euh, mais, euh, mais Ok, clairement, sur ce 1% de massif forestier, oui. ça, c'est des parcelles que l'ONF va intégrer et va intégrer, entre guillemets, sur des îlots de sénescence et des îlots de biodiversité. Merci beaucoup, Mathias, d'avoir répondu au pied levé à deux questions. Et donc, on va reprendre avec Loïc Casset, qui est Mes revenu, excuses, toutes mes qui est excuses, revenu c'est parmi involontaire. nous. Et donc, Loïc, vous étiez en train de nous dire, parce que donc, la question c'était, avec une telle fragmentation de la propriété, le défi de créer un collectif. Donc, il existait une charte forestière sur laquelle vous êtes appuyé, hein, et ça vous a permis de vous adresser au moins à 20% des propriétaires qui s'intéressaient à l'avenir de leur parcelle. Et ce que vous avez fait en premier, si je me souviens bien, c'est de vous mettre d'accord sur la priorisation des enjeux. Qu'est-ce que vous alliez faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient décider, c'est ça? Tout à fait, hein, c'était le premier enjeu, c'était se dire bon bah on s'accorde déjà sur un état des lieux, en tout cas on considère la situation actuelle et donc on se projette sur bah, qu'est-ce qu'on souhaiterait faire. Donc il y a toute une série d'options qui ont été mises sur la table, des options très variées allant de la non-gestion jusqu'à des actions beaucoup plus fortes. Et donc les acteurs ont travaillé sur ces différentes options. Et avant de passer au choix une fois qu'on a stabilisé une option qui était donc plutôt une solution fondée sur la nature que je détaillerai un petit peu plus loin, une solution de gestion forestière bien sûr, il a été décidé de créer une structure de portage en fait pour coordonner cette action. Donc une structure de droit privé, une association syndicale de gestion forestière, qui avait donc pour objet de mettre en œuvre ces pratiques de gestion. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui a été là, quand vous avez reperdu une partie des propriétaires au moment de la création de Bien cette sûr, hein, oui, dès qu'on voilà, demande de l'engagement tout de suite, bah ça prend voilà, d'autres formes. Donc, effectivement, voilà. Et donc, vous êtes mis d'accord sur l'objectif sur le bon objectif, vous avez dû bien expliquer les choses, qui était de garder les châtaigniers et de préserver les écosystèmes, les services écosystémiques. C'est en ça? fait, le fond du sujet, c'était de se dire, aujourd'hui, on a le châtaignier est l'une des 3 essences les plus touchées par le changement climatique en France. Donc, il y a une vraie question qui se pose en se disant, est-ce que le châtaignier a encore un avenir ou pas? Et là, sur le massif, l'idée, c'était de dire, quand on a des peuplements qui sont constitués à 70% de châtaigniers, est-ce qu'une des options, c'est d'éradiquer le châtaignier pour le remplacer par une autre essence? Ça paraissait pas cohérent, pas adapté et pas financièrement possible en fait sur ce massif. Donc le choix était de dire, ben, on conserve le châtaignier, on le fait durer tant qu'on peut, sachant que la fragilité du châtaignier est essentiellement liée à son mode de gestion, qui était plutôt de la gestion en taillis, donc avec des souches assez anciennes, qui avaient déjà plusieurs rotations, qui exacerbent en fait sa Voilà. sensibilité, hein, puisque son patrimoine génétique Ouais, ouais, ça, n'est pas à jour. c'est très, très important à expliquer, Tout à fait. Loïc, c'est que en fait, c'est la gestion en taillis, c'est toujours le même arbre qui repousse. De la même souche, tout à fait. Donc Voilà, c'est de toujours la le même même patrimoine souche. génétique. Voilà, Et, donc et donc, il n'y a pas de variété génétique.
Voilà, on limite cette variété. Donc l'idée, c'était de se dire, bah voilà, on va continuer à garder ces souches, mais travailler à l'émergence d'une régénération naturelle. Donc vraiment la capacité de la forêt à produire naturellement en fait des graines et à produire naturellement aussi une diversité génétique dans cette production de graines. Et donc bon, on s'est aperçu très vite qu'en dosant la lumière, on arrivait facilement à obtenir une régénération assez diversifiée. Alors bien sûr avec du châtaignier, mais également du chêne, du hêtre et d'autres essences de feuillus principalement. Donc là, vous Voilà. voyez, c'est effectivement là, la photo qu'on voyait avant, c'est des éclaircies. Donc on passe plus par la coupe rase, mais on a une récolte progressive. On est sur des produits bois qui vont servir au bois de chauffage et puis sur la photo de droite déjà à produire un peu de piquet, puisque sur le châtaignier, c'est un produit qui est assez recherché. Et puis bah, ces premières éclaircies nous emmènent ensuite vers des situations de futaies sur souche ou de futaies un peu plus avancées, de ce qu'on appelle aussi du taillis sous futaie, qui sont des étapes intermédiaires. Et on va continuer malgré tout à produire du bois, puisque c'est l'enjeu, mais en surfant sur les dynamiques naturelles du peuplement forestier avec un élément très important aujourd'hui au niveau notamment de l'adaptation au changement climatique, qui est le maintien de l'ambiance forestière, c'est-à-dire cette demi-ombre, cette atmosphère qui est particulière en fait au sous-bois forestier, et puis la préservation des sols en ayant des opérations d'exploitation qui soient les moins impactantes possibles, ou en tout cas impactantes sur des surfaces les plus réduites, les plus maîtrisées possibles. Mm. Et donc, c'est ça peut-être qui a été le plus dur, hein, c'est de parvenir à convaincre de changer de mode de gestion, hein, et ne plus de partir de la souche, mais de la graine. Et effectivement, quand on n'y connaît rien, on se dit bah, ça va aller plus vite à partir de la souche. Et on n'a pas forcément envie d'attendre que la graine sorte. Et Oui, tout à fait. Surtout que culturellement, sur ce massif, la coupe rase de taillis est pratiquée depuis très longtemps, en fait. C'est culturel. Donc, là, je remets une euh, photo de coupe rase, hein, donc là, c'est fiouf. voilà, c'est des choses qui choquent pas culturellement, historiquement, les gens sur le massif. Par contre, les proportions que ces coupes, malheureusement, ont pris ces dernières années font qu'aujourd'hui, ça interpelle. Et puis, ce qui interpelle aussi, c'est bah, tout simplement ce qui se passe après ces coupes. C'est qu'on voit qu'avant, on avait une dynamique des souches qui était très forte. Aujourd'hui, Ouais. elle est très atténuée par les épisodes de sécheresse. Et du coup, on se retrouve avec des forêts qui se transforment plutôt bah, en ronciers ou avec des bruyères ou avec des essences comme le tremble qui vont envahir en fait les milieux, puisque sur ce massif, en plus, on est sur des sols plutôt argileux, donc très sensibles au tassement et à la rétention en eau. Donc, Ok. des obstacles effectivement psychologiques et culturels, on va dire, par rapport Ouais. aux habitudes. Et puis, des éléments aussi qui font réagir les propriétaires, bah, c'est sur le risque incendie. C'est-à-dire que malheureusement, on a certaines zones du massif qui ont été concernées par des départs de feu sur des peuplements après coupe rase, hein, puisqu'on a beaucoup de matières sèches au sol, d'herbacées, etc., qui apparaissent. Et du coup, bah, les gens commencent à se faire peur en se disant, ouh là là, mais on va se retrouver responsable de ça. Donc, on veut peut-être pas trop rentrer dans D'accord. ce système-là Donc non. un peu finalement comme dans l'exemple précédent où la sécheresse a permis, Mathias Salou nous expliquait, de prendre conscience qu'il fallait passer à autre chose. Là, bah, le risque incendie, finalement, les gens se disent, bah, on n'a pas envie que notre forêt brûle et on va faire en sorte que même si, et c'est là où ce que vous m'aviez expliqué, c'est qu'à court terme, le renouvellement progressif est quand même beaucoup moins rentable. Bah, vous passez d'une coupe rase où vous sortez 100% de votre capital forestier à Voilà. l'instant T à des coupes progressives qui vont s'étaler sur 30 ans ou 40 ans suivant les dynamiques de peuplement. Donc forcément, Mm. la Mais, rentabilité économique à mais l'instant T n'est pas la même. voilà, mais comparé à un incendie qui brûle tout, bah, euh, En fait, le choix aujourd'hui, c'est ça, hein. On a des propriétaires qui soit font le choix de, entre guillemets, sauver leur capital en disant, bah, je sors mon capital tant qu'il vaut encore un peu d'argent et je ne l'expose pas plus à un aléa ou à un risque climatique. Et puis des propriétaires qui disent, bah, je vais rester propriétaire de cette parcelle après les opérations d'exploitation que je pourrais mener, donc je n'ai pas forcément envie de me retrouver à gérer un risque exacerbé par des actions qui auraient été mal calibrées. Donc c'est aujourd'hui un petit peu les deux typologies de propriétaires qu'on a aujourd'hui. C'est vrai qu'on a des effets amplificateurs avec ben, un manque de culture forestière, l'histoire du massif, la situation géographique du massif aussi, qui le met, comme je le disais dans l'introduction, sous une forte pression, notamment sur la partie bois énergie. Donc, effectivement, on peut pas
mobiliser tout le monde. Par contre, c'est important de montrer que c'est possible de faire différemment, que la chance qu'on a sur ces massifs, c'est qu'ils restent relativement productifs. Donc, on a assez vite, visuellement, des résultats à présenter. Et du coup, petit à petit, ça fait effet d'entraînement. Parce que donc maintenant, il y a 800 hectares qui sont gérés de façon durable, hein, avec un renouvellement de la biodiversité. Et en 10 ans, vous commencez, enfin au bout de 10 ans, à sortir du bois d'œuvre, alors qu'avant, vous sortiez uniquement du bois de chauffage, c'est ça? C'est ça. Alors, 800 hectares, c'est des hectares qui ont été vraiment convertis, puisqu'on est passé d'un système de taillis vers un système de taillis sous futaie ou de futaie sur souche, en fonction des peuplements. Mais effectivement, en fait, ça va un petit peu au-delà, puisqu'il y a des forêts sur lesquelles on a pu avoir des actions un peu plus ciblées et qui permettent d'atteindre plus rapidement ces compositions de mélange d'essences qu'on vise dans ce type de peuplement, pour leur donner de la résilience, encore une fois. Alors, rapidement, on a la question financière, hein. L'aide financière que vous apportez a été quand même un levier, un facteur décisif. Donc, vous, cet argent, vous l'avez auprès de mécènes, comment ça se passe? Voilà, donc au niveau de Silvac, on est une association, hein, comme vous le disiez en introduction, d'intérêt général. Donc on lève des fonds à la fois auprès de mécènes et collectivités publiques chaque année. Donc on a un budget d'à peu près 2,5 millions. Et donc là, sur ces opérations spécifiques, on accompagne trois types de travaux. Le diagnostic et le martelage, en fait, la désignation, donc la préparation des coupes. Tout ce qui est les opérations de cloisonnement, c'est-à-dire de commencer dès aujourd'hui à réfléchir à comment les engins et comment l'exploitation forestière va pouvoir être conduite dans le futur, éviter que les engins parcourent l'ensemble de la parcelle, mais vraiment on les tienne sur des zones spécifiques. Et puis ensuite, tout ce qui est travaux de ce qu'on appelle le dégagement, détourage, donc des semis, donc qui visent vraiment à accompagner, à faire émerger, à pousser une diversité en fait d'essences forestières sur ces parcelles. Ok, alors on arrive au terme de votre témoignage et on va bientôt passer aux questions. Juste le principal conseil que vous donneriez, Loïc Casset, c'est comme toujours, c'est la concertation. Avec qui dans votre cas? La concertation avec les gens du massif. Voilà, c'est les gens Avec qui les vivent le élus? territoire, les élus, le monde de la forêt, les gens qui ne vivent pas de la forêt, mais qui vivent dans la forêt. On a beaucoup, les associations naturalistes, on a les offices de tourisme aussi qui participent à ces enjeux, parce que la forêt, Oui. c'est un espace économique, mais au-delà de ça, c'est un espace aussi de vie. Et c'est important déjà de remettre les gens autour de la table pour que chacun puisse exprimer son point de vue sur cet écosystème en disant, Oui. voilà, moi, ce que j'en vois, voilà ce que ça me fait penser, voilà ce que je ressens. Et du coup, de se donner aussi de construire une vision collective sur comment on souhaiterait que ces forêts elles évoluent dans le futur. Donc ça, effectivement, c'est des étapes incontournables, d'autant plus aujourd'hui compte tenu du champ de tension qu'on a sur ces questions de Hmm. forêt, de ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut faire. Voilà, c'est très flou et d'un massif à l'autre, ça demande forcément des adaptations importantes. Très bien. Et donc, vous m'aviez même précisé, hein, éviter de s'engouffrer dans des solutions techniques avec cette phrase que j'ai beaucoup aimée, quand on doit planter un arbre, c'est qu'on a fait une grosse bêtise. En forêt, quand on doit planter, En c'est forêt, bien qu'on sûr. a raté quelque chose. Tout à Ok, fait. on va passer. Merci beaucoup, Loïc. On va passer aux questions. Donc, je pense que Amaury et Anne. Voilà. Alors, Alors, je vais reprendre la parole pour distribuer des questions. Mathias, merci déjà pour la réponse aux deux questions. Je vais en poser une petite à Loïc. Si les châtaigniers sont la troisième espèce touchée par le changement climatique, quelles sont les deux autres? Alors, le frêne et l'épicéa. Le frêne à cause d'une maladie qui s'appelle la calarrhose et l'épicéa du fait notamment des effets combinés des sécheresses et d'un insecte qui s'appelle le scolite. Ok. Vous avez donc pas mal insisté sur le morcellement des parcelles et sur le fait que vous n'étiez pas arrivé à entraîner tous les propriétaires. Donc, il y a des questions sur comment vous gérez ce morcellement des parcelles et une suggestion, est-ce qu'il n'y aurait pas un enjeu de nationalisation de la forêt ou à minima une préemption des parcelles de forêt lors de la transmission? Alors, effectivement, là, le temps est un peu limité, donc, mais on a un programme effectivement de portage foncier
qui nous permet pour des parcelles en situation d'abandon ou de déshérence de proposer une solution d'acquisition à des propriétaires qui nous disent bah moi finalement je suis trop loin, je n'ai pas du tout la capacité à m'organiser pour gérer, donc je la confie à un tiers. Donc vous avez des communes qui aujourd'hui achètent des parcelles de forêt. Vous avez aussi des propriétaires forestiers qui achètent les parcelles de forêt de leurs voisins grâce à un outil qui s'appelle le droit de préférence. Et puis, plus généralement, bah, il y a une forme de prise de conscience, malheureusement par la peur d'un certain nombre de propriétaires, qui se rappellent qu'en fait, avoir une forêt, c'est aussi une responsabilité. Et, euh, et bien aujourd'hui, on l'avait un petit peu oublié. Malheureusement, les événements climatiques qui s'enchaînent font que beaucoup de propriétaires sont un peu dans des situations à se dire, bah, ils savent plus trop par quel bout le prendre et s'ils pouvaient s'en débarrasser, ils seraient pas bien contre. Ah, ça dépend bien Ok, sûr de toute une série de conditions, mais voilà l'enjeu aujourd'hui. Ok. merci. Euh, juste un mot. Juste un mot. Il est 12h46, donc normalement le webinaire s'arrête, mais si Mathias et Loïc sont d'accord pour prendre encore quelques questions, on peut poursuivre. Et voilà, je précise que le webinaire, comme tout ce passé et ceux à venir, sont disponibles en replay, je l'ai déjà dit, sur le site des ADAC et sur le site de l'OFB. Je repasse la parole à Marguerite. Merci. Donc, une petite question à Mathias, après avoir parlé des impacts sur les arbres et pour la sylviculture, il y a une question pour les usages pédestres de la forêt, puisqu'il y a effectivement beaucoup de promeneurs dans la forêt. Comment est-ce que ces changements avec cette humidification des sols ont-ils été reçus? Il n'y a aucun changement. Non, non, clairement sur les chemins, tous les chemins restent fréquentables et il n'y a pas eu d'inondation de la voirie qui sont souvent surélevées en forêt. En tout cas, les lignes forestières sont souvent surélevées par rapport au terrain forestier, donc il n'y a pas eu d'augmentation d'inondation de la voirie forestière. Et j'ai envie de dire, le reste, c'est une paire de bottes et ça suffit largement pour aller se balader en forêt. On n'a pas d'eau jusqu'au nombril hein, avec les travaux. Donc une bonne paire de bottes et rien n'est changé. On parlait juste de l'impact sur le volet chasse. On s'en est rendu compte La en question face. suivante, la question Ouais, suivante concernait les chasseurs. on s'en est rendu compte là plus en phase travaux entre guillemets. C'est qu'il y avait un usage mais qui n'était pas ni souhaité notamment par l'ONF, c'est que les chasseurs allaient débarder entre guillemets débarder le gibier en rentrant en 4x4 dans les parcelles forestières. Et là, par contre, à leur surprise, malgré la communication qu'on avait faite, ils se sont embourbés maintes et maintes reprises. Donc voilà, ça a fait une grogne, notamment sur l'usage qui était fait, mais qui est un usage nouveau, hein, entre guillemets, d'aller chercher le gibier abattu en forêt et qui peut plus se faire. Donc voilà, mais ça, c'est des choses qui vont, j'ai envie de dire, avec le temps, rentrer dans l'ordre. Et quand vous ne pouvez plus utiliser votre voiture sur cet usage, ils vont faire différemment. Les chasseurs font différemment. Ça, la fidélité de chasse et de l'Aube, qui est un partenaire avec lequel on travaille, est parfaitement consciente. Et il n'y a aucun problème avec le monde de la chasse au niveau supra. C'est plutôt avec quelques organisations de chasse locales. Ouais. Et Loïc, vous, de votre côté, côté chasseur, est-ce que vous avez des petites anecdotes à nous partager? On a besoin des chasseurs parce qu'effectivement, les populations d'ongulés ont atteint des densités qui font que quand on veut travailler sur des dynamiques de régénération naturelle, de la même façon que sur des dynamiques qui engageraient de la plantation, bah, on est tributaire aussi de cet équilibre entre les populations de chevreuils et de cerfs notamment, et puis les dynamiques forestières. Donc on a besoin des chasseurs et bien sûr qui sont inclus dans les tours de table. Et c'est aussi l'enjeu de les sensibiliser et de parler ensemble de ces enjeux-là, quoi. Oui, j'en profite pour préciser qu'effectivement, donc les ongulés, ce sont les cervidés, notamment voilà, et les chevreuils, et que il faut, enfin, l'idée, c'est pas du tout d'opposer la chasse à la gestion de la forêt, puisque dans le dernier rapport ou l'avant-dernier, je ne sais plus, du Haut Conseil pour le climat, il est bien précisé que les cervidés sont un énorme problème pour la forêt, puisqu'en fait, ils viennent se frotter, enfin, arracher les Enjeu. feuilles de pousse, et qu'il faut, alors, à chaque fois
qu'il y a une jeune pousse, il faut la protéger, ce qui coûte entre 500 millions et 1 milliard par an. Et donc, sachant que la forêt a déjà plein de problèmes de sécheresse, d'inondation, de scolytes et tout ça, ça fait un problème supplémentaire. Voilà, c'est juste que je voulais pas qu'on pense qu'il y avait une opposition. Voilà. Non, le tout, c'est un travail, mais c'est comme pour tous les milieux, hein, pas que la forêt. C'est un partage des usages. Et c'est ça qui est important. C'est tout notre travail. Et je rejoins Loïc, hein, le travail de concertation, c'est être capable de faire admettre aux différents acteurs et usagers de la forêt qu'il faut partager les milieux. Et tout ça dans une perspective d'amener de la durabilité euh, sur et la gestion et la restauration des milieux naturels. Et c'est le cœur de notre travail. Alors, une dernière question pour Loïc. C'est une question en direct de la REF, les universités d'été du MEDEF, où ils suivent ce webinaire. Il se demande auprès de qui se rapprocher pour avoir des retours d'expérience sur l'introduction de nouvelles essences pour régénérer une forêt dans l'Eure, dont 30 à 40% des essences sont d'ores et déjà malades et a priori condamnées. Et puis, il y avait aussi une autre question en même temps, je pose les deux en même temps, sur avez-vous déjà pu mener des actions dans les forêts d'exploitation landaises avec la monoculture du pin? Donc, tout ça concerne Sylvact. Alors sur la première question, l'introduction d'essence, c'est quelque chose aujourd'hui, en tout cas nous, qu'on pratique avec beaucoup de réserve, parce que tout simplement, c'est très difficile de déterminer le climat futur, de déterminer dans quelles conditions une essence qui n'est pas présente naturellement aujourd'hui dans les milieux serait mieux adaptée dans le futur. Donc c'est une question délicate qui fait beaucoup de débats hein, au sein de la communauté forestière. Nous, notre choix, voilà, c'est d'être très réservé là-dessus. Il faut se rappeler quand même que le frêne, qui est donc l'une des trois essences les plus touchées par du dépérissement aujourd'hui, est dans cette situation parce qu'il y a eu introduction d'un frêne de Mandchourie qui était porteur de ces fameuses calaroses et qui, on le voit, a décimé très rapidement l'ensemble des frênes qu'on a en France. Donc voilà, sur l'introduction d'essence, des réserves, très dur de se projeter dans le futur. Il y a différents modèles climatiques très discutés aujourd'hui. Et puis sur la forêt landaise, bah, c'est des travaux qu'on mène actuellement, effectivement, notamment dans le parc naturel régional du Médoc, avec qui on a tout un travail de concertation qui est en cours pour déterminer, qu'à réfléchir avec les différents acteurs à des modalités de gestion qui permettraient de combiner, de concilier les enjeux dans ces forêts particulières. Faut faire confiance à la nature pour s'adapter. Je peux partager hein, la réflexion d'évolution du peuplement forestier. C'est des questions que nous, on a menées et qui étaient en lien avec une des questions qui est posée. C'est potentiellement, c'est la nature qui a la meilleure solution pour s'adapter, y compris au dérèglement. Il faut peut-être juste lui laisser le temps et non pas avoir des réponses très court-termistes comme la plantation, mais plutôt laisser les écosystèmes évoluer. Et ils vont évoluer et maturer. Et c'est, à mon sens, en tout cas, c'est les milieux qui ont la meilleure réponse au dérèglement climatique. Et puis, c'est ce qui coûte le moins cher. Et c'est ce qui coûte le moins cher, exactement. Euh, on me signale une autre question, quoi? Il y avait un avis sur la plantation d'espèces exotiques. Bah, je pense que oui, mais ça, je pense que Loïc a répondu. La plantation d'espèces exotiques, on joue avec le feu, quoi. D'ailleurs, C'est pas Amaury, si tu veux dire un mot, ou Anne, je te vois opiner. Oui, non, parce que je voulais y répondre aussi de manière directe, mais effectivement, généralement, c'est quand même pas conseillé. Et comme le dit Mathias, plutôt accompagner les changements, plutôt que vouloir planter des choses. Mais pareil, peut-être que Loïc et Mathias ont peut-être plus d'avis là-dessus, mais éviter, oui, de replanter des espèces exotiques parce qu'on pense. Ouais. Parce qu'il y avait une question qui était liée aussi sur, par rapport aux prévisions climatiques, comment choisir des bonnes espèces potentiellement exotiques. Et il me semble quand même que c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'accompagner ce changement progressif pour aider la forêt aussi à évoluer d'elle-même, quoi. Voilà, avec les espèces autochtones, enfin, je sais pas comment on dit, indigènes. Oui, puis vous avez des espèces qui apparaissent aussi naturellement. Il y a quand même une migration qui se fait de manière naturelle, même si certains estiment qu'elle va pas assez vite. Bon, elle existe quand même. Donc effectivement, on a une approche qui est plutôt d'éviter de se mettre tout seul dans des impasses. C'est-à-dire si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me retrouve avec rien et du coup bah, il faut que je reparte complètement à zéro ou est-ce que j'ai toujours une solution de secours? Les solutions qu'on évoque, elles ont rien de très compliqué, hein. Le mélange d'essence, bah, ça permet de diluer en fait son risque. La stratification d'un peuplement, c'est aussi une stratégie de dilution du risque avec différents étages de végétation. Donc voilà, c'est
plutôt des choses de bon sens, mais c'est vrai que les conséquences, ou en tout cas ce qu'on observe sur le changement climatique, peuvent bien sûr générer un sentiment très fort de recours à l'action où il faut absolument être très proactif et chanter des étapes d'adaptation naturelle qui se font à l'échelle des temps forestiers et pas à l'échelle des temps humains. Et ça, c'est difficile à admettre. Donc, je rejoins tout à fait ce que Mathias évoquait et Amaury également. Et sur la Calarose du frêne, qui est un vrai sujet, hein, voilà, la Calarose du frêne, on se rend compte qu'il y a 10 à 15% des frênes qui sont résistants. Donc on sait que le frêne pourra recoloniser, hein, les milieux naturels, parce que bah, voilà, 10 à 15%, on avait le même problème avec l'orme à un moment donné, notamment l'ormelis. On sait qu'il y a des souches qui sont résistantes et on va avoir le frêne qui va recoloniser sur le temps long les milieux qu'il avait abandonnés. Et on se rend compte en plus que l'impact de la calarose du frêne est beaucoup moins important, en tout cas sur les peuplements rivulaires ou même en forêt, quand on a un peuplement mixte qui est plutôt en bon état, plutôt quand on a un peuplement qui est uniforme avec qu'une population de frênes du même âge. Donc c'est aussi ça. On se rend compte que quand la nature et quand l'écosystème va bien et correctement et clairement fonctionnel, l'impact, y compris des maladies et des parasites, est beaucoup plus faible et atténué que sur un écosystème qui est perturbé et j'ai envie de dire monospécifique et géré d'une seule façon. Très bien. Mais je crois qu'on va arriver, il est temps de conclure. Tout le monde est d'accord. En tout cas, Anne, Amaury, vous voulez rajouter quelque chose? Non? Tout va bien. Donc, merci beaucoup, Mathias et Loïc. C'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, voilà, il y a encore 114 personnes alors qu'on a explosé les temps. Et donc, je radote, mais c'est disponible en replay. Et aussi, ça, je ne l'ai pas encore dit, les présentations enfin, Loïc et Mathias ont des présentations qui seront aussi disponibles sur notre site. Ben, Mathias, je l'ai, et Loïc, j'ai aussi une présentation où je l'aurai. Enfin, en tout cas, vous trouverez tout ça sous le lien d'inscription du webinaire Forêt. Voilà. Eh bien, on vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui est dans très peu de temps et qui aura pour sujet le milieu agricole. Et c'est le 8 septembre, lundi 8 septembre à midi. Ouais, comme toujours. Merci beaucoup à Merci. vous tous Merci beaucoup. et à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Anne et Amaury, on vous envoie un lien. Plus.